Voici le cours sur l'étude de la biodiversité, troisième partie du thème 1 du programme de seconde. On a vu ensemble que l'on pouvait définir la vie grâce aux trois unités du vivant, l'unité chimique, l'unité structurale et l'unité fonctionnelle. On a vu aussi que la Terre se situe dans la zone d'habitabilité du système solaire et qu'elle possède les caractéristiques lui permettant d'abriter la vie. On a donc la présence de vie sur Terre. Cependant, lorsque l'on regarde les différentes associations d'êtres vivants, comme ici dans la savane, ici dans la jungle tropicale, là en Finlande, enfin dans le désert en Arabie, on observe que les différentes biodiversités, c'est-à-dire les différentes associations d'êtres vivants, sont différentes. Alors, comment peut-on expliquer ces différences? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre durant ce chapitre. Que l'on habite à la ville ou à la campagne, nous sommes entourés d'êtres vivants. Les scientifiques ont déjà recensé 1,76 million d'espèces à la surface de la Terre, mais on estime que cela ne représente que 13% du nombre total d'espèces. Il y aurait donc encore 87% d'espèces qu'il reste à découvrir. Toutes ces espèces constituent la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des êtres vivants en un lieu et à un temps donné. Étudier la biodiversité est un travail long et fastidieux, qui demande une certaine rigueur et une certaine méthode. Comment peut-on définir et étudier la biodiversité? Quelles ont été ses variations au cours du temps? Afin de répondre à ces questions, nous allons dans un premier temps nous intéresser aux différents niveaux de la biodiversité. Puis nous verrons que la biodiversité s'est modifiée au cours du temps. Enfin, nous verrons que l'homme peut avoir une certaine action sur sa biodiversité. On parle beaucoup de biodiversité, en particulier parce que l'homme se rend peu à peu compte que certaines espèces disparaissent, à l'image du bouquetin des Pyrénées en France, qui a disparu depuis les années 2000, le crapaud doré, éteint depuis les années 1986, ou encore le dodo de l'île Maurice, éteint lui depuis le XVIIIe siècle. D'autres espèces sont aussi en voie de disparition, à l'image de nos cousins les grands singes. Cependant, la biodiversité ne concerne pas seulement les êtres vivants emblématiques à l'autre bout de la planète, mais elle est autour de nous, chaque jour. Prenons l'exemple du parc du Saussay, à Aulnay-sous-Bois. On voit sur cette photo que j'ai prise lors de ma dernière balade la présence de 3 écosystèmes différents. On a ici au premier plan l'écosystème de la prairie. On voit derrière cette prairie la présence de l'écosystème de la mare. Enfin, au fond de l'image, on aperçoit l'écosystème de la forêt. Chacun de ces écosystèmes contient une association d'êtres vivants qui lui est propre. On voit donc que l'on peut avoir en un même lieu la présence de différents écosystèmes, et c'est ce que l'on peut définir comme étant la diversité des écosystèmes. Regardons maintenant un écosystème en particulier, l'écosystème de la forêt. On voit que cet écosystème contient différentes essences végétales, comme le hêtre, le pissenlit, l'érable ou l'herbe. On voit aussi que cet écosystème contient des animaux comme la biche, mais on aurait pu avoir aussi d'autres insectes. On a donc différentes espèces présentes dans un même écosystème, c'est ce que l'on appelle la diversité des espèces. Enfin, si l'on regarde une espèce en particulier, comme ici les coccinelles, on observe que tous les individus de l'espèce ne sont pas identiques. Cela dépend de la diversité des allèles présents dans la population d'individus. On a donc une dernière diversité qui se présente à nous, la diversité génétique. La biodiversité se définit donc à 3 niveaux, qui sont emboîtés les uns dans les autres. La biodiversité des écosystèmes, la biodiversité des espèces, et enfin la biodiversité génétique. Il faut savoir que tous les groupes d'êtres vivants ne présentent pas la même biodiversité des espèces. Ainsi, le groupe des insectes est de très loin celui qui contient le plus grand nombre de représentants. On est capable d'étudier la biodiversité actuelle, mais comment connaître la biodiversité qu'il y avait par le passé ? Pour connaître la biodiversité passée, on peut utiliser des restes d'êtres vivants que l'on retrouve. On peut citer l'exemple de ce bébé mammouth que l'on a retrouvé dans les glaces en Sibérie. Mais ce genre de découverte est très rare. La plupart du temps, on utilise plutôt des fossiles. Prenons l'exemple des Alpes. Les Alpes sont une zone de montagne située au sud-est de la France. Leur diversité spécifique est principalement composée de forêts de conifères où vivent des animaux emblématiques comme les aigles, les marmottes ou encore les chamois. Cependant, on retrouve dans les Alpes des fossiles comme les ammonites, des dents de requin ou encore des étoiles de mer. Or,
Tous ces animaux sont des animaux marins, et les fossiles ont été datés d'il y a 140 millions d'années. Cet exemple nous montre que, avant de devenir une chaîne de montagnes ayant une biodiversité montagnarde, la zone des Alpes était un océan avec une biodiversité marine il y a environ 140 millions d'années. Au cours des temps géologiques, les espèces peuplant les différents écosystèmes terrestres ont changé. Des espèces sont apparues, d'autres ont disparu. Les espèces actuelles ne représentent qu'une infime portion de toutes les espèces qui sont apparues sur Terre. La biodiversité actuelle n'est qu'une étape de l'histoire du monde vivant. Elle n'est pas la même que la biodiversité passée et ne sera pas la même dans le futur. Enfin, l'homme a une certaine action sur sa biodiversité. On polémique beaucoup actuellement à propos de certaines pâtes à tartiner qui contiennent de l'huile de palme. Mais pourquoi cette polémique? En réalité, l'huile de palme n'est pas beaucoup plus dangereuse pour la santé que d'autres huiles. Le problème est plus écologique que de santé publique. L'huile de palme est extraite du palmier. En Indonésie, on détruit des forêts entières afin d'y planter des palmiers. Cela détruit l'habitat de nombreux animaux, comme les orang-outans, et met en danger certaines espèces. L'homme a toujours eu un impact sur les êtres vivants et les milieux naturels qui l'entourent. Depuis quelques décennies, ces activités menacent fortement la biodiversité en raison de la forte croissance de la population humaine mondiale, qui oblige à construire toujours plus de logements, à accélérer les industries et à produire toujours plus de nourriture. Ainsi, lorsque l'homme détruit une forêt pour y faire des cultures, il transforme un écosystème riche en espèces en un écosystème ne contenant plus qu'une seule espèce. On appelle ces écosystèmes exploités par l'homme des agrosystèmes. Cependant, l'impact qu'a l'homme n'est pas toujours volontaire. Ainsi, lorsque l'homme transporte accidentellement des animaux d'un endroit à un autre, ces animaux peuvent entrer en compétition avec les espèces locales et modifier la biodiversité. C'est ce que l'on a pu observer sur l'île de Triélène, au large de la Bretagne. Des rats, qui s'étaient glissés dans un bateau, ont pu accoster sur l'île. Très vite, ces rats se sont nourris des œufs des oiseaux, entraînant alors une forte diminution de la reproduction des oiseaux sur cette île. Enfin, l'homme est responsable de la formation de diversité. Depuis l'Antiquité, l'homme domine les cultures et n'hésite pas à modifier les êtres vivants qu'il cultive grâce à des croisements ou plus récemment grâce à des techniques OGM. Pour le maïs, cette modification est bien visible lorsque l'on compare l'espèce sauvage et l'espèce domestiquée. Le problème est que l'on ne sait jamais à l'avance comment va réagir l'équilibre naturel lors de l'introduction de ces êtres vivants modifiés. L'homme est responsable d'une importante baisse de la biodiversité actuelle. La destruction des habitats ou la surexploitation par la pêche ou la chasse sont les deux premières causes de l'érosion de la biodiversité. Il est donc important de prendre conscience que nous avons en tant qu'humains une responsabilité face à l'environnement et qu'il faut le préserver. Imaginez par exemple que nos pesticides finissent par tuer les insectes pollinisateurs comme les abeilles. Qu'en serait-il alors de la pollinisation dans nos cultures? Réussirions-nous à produire toujours autant d'aliments afin de nourrir l'humanité? Voici la fin de ce cours sur la biodiversité. Je vous invite maintenant à vous entraîner en réalisant la fiche d'exercice. Bon courage!